Pour moi, quand tu veux quelque chose, il n'y a aucune raison que tu ne l'obtiennes pas. Bienvenue dans le plafond de verre. Dans ce podcast, je reçois des personnes talentueuses qui ont réussi malgré les barrières invisibles qui se dressaient contre elles. On découvre le nombre de Zakaria qu'il y a sur la planète. Elle me dit, mais ah bon? Moi je pensais que c'était un prénom anodin. Moi, je pense qu'il y a du racisme en France. C'est un fait. Je pense que tu peux avoir des difficultés parce que tu t'appelles Zakaria, un tel, etc. Mais je pense pas que ça doit devenir une fatalité. Quand on veut quelque chose, si on fait fi des obstacles et des barrières comme le racisme, on peut l'atteindre quoi qu'il arrive. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va? Bah écoute, très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Merci de toi de te rendre disponible. Je sais que tu es occupé. Donc bienvenue dans le podcast Le Plafond de Verre. Donc c'est un podcast dans lequel on traite des plafonds de verre de notre société à travers les parcours de ceux qui les ont explosés. Ouais. L'idée, c'est de dénoncer. L'idée, c'est de partager, de débattre sur différents sujets. On va parler de racisme. On va parler d'entrepreneuriat, très important, parce que c'est un levier qui permet de s'émanciper parfois des plafonds de verre. Et on va parler surtout de toi et de ce que tu fais. Donc, sans plus attendre, je te propose de commencer direct dans le vif. Qui es-tu, Zakaria Ajmil, aujourd'hui, à l'instant T? Alors aujourd'hui, moi je suis un ancien prof. Je commence toujours par dire que j'ai été anciennement prof, puisque c'est quand même quelque chose que je fais encore aujourd'hui sur mon temps libre. Mais c'était ma vocation première et ce pourquoi j'avais étudié. Donc j'étais prof d'économie-gestion. Et aujourd'hui, donc, je suis multi-entrepreneur, c'est-à-dire que je gère plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs d'activité différents. Et ici à Marrakech, je co-dirige avec Imed, mon associé, un écosystème qui s'appelle Entrepreneurs Morocco. Voilà, donc qui je suis aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu peux me parler un peu de Entrepreneurs Morocco? Qu'est-ce que fait Entrepreneurs Morocco? Alors, Entrepreneurs Morocco, c'est un écosystème qu'on a créé aujourd'hui, qui va permettre aux gens à travers le monde qui ont envie de s'installer au Maroc, de rejoindre le Maroc à travers un guichet unique, si je puis dire. Tu vois, l'INPI, on s'est dit qu'on allait créer une plateforme qui allait permettre aux gens de faciliter leur démarche ici au Maroc, que ce soit pour créer une entreprise, que ce soit pour investir au Maroc ou pour venir travailler tout simplement au Maroc. Donc, on a différents volets de notre activité. On a un volet RH. On place les gens qui ont envie de travailler au Maroc dans des entreprises multinationales qui nous donnent des fiches de poste. Et donc, on s'occupe de leur recrutement. On a un volet investissement. On fait de l'investissement immobilier ou investissement financier à travers différentes plateformes. Ok. On a le volet création d'entreprise et accompagnement aux démarches administratives, telles que la carte de séjour pour les étrangers, et toutes les autres démarches administratives qu'il peut y avoir ici au Maroc. On va avoir un autre volet qui est, lui, un volet beaucoup plus croissance d'entreprise. Donc, on accompagne les primo-dirigeants à devenir de gros dirigeants et à structurer leurs activités. Ou alors, on va aller vraiment accompagner la croissance de l'activité au fur et à mesure à travers les différents leviers qu'elle va représenter. Ok, donc c'est du sérieux. Il y a vraiment tout un écosystème bien complexe, On bien essaie, complet. en tout cas. Donc, ok, aujourd'hui, c'est qui votre cible principale? Parce que j'entends dans le propos que finalement vous vous adressez à tout le monde. C'est pas un problème d'être marocain ou pas marocain, ça change rien. C'est juste ceux qui veulent venir au Maroc et potentiellement y prospérer dans le business ou travailler. Je pense que tu es le mieux placé aujourd'hui pour traiter ce sujet, parce que aujourd'hui, on en parle encore tout à l'heure. Ouais. On a souvent cette image qu'il n'y a que les Marocains qui rentrent vivre au Maroc. Mmh. Alors que, en fait, si je te pose la question pourquoi tu es venu vivre au Maroc, il n'y a pas forcément cette attache de racines culturelles te concernant. Alors, ça peut être pour certains celle d'un conjoint, ça peut être pour d'autres, ils sont venus en vacances avec des amis. Moi, j'ai des amis maliens, sénégalais qui vivent ici au Maroc qui sont là avant moi. Okay. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. Et puis, forcément, les gens, quand ils te voient aller t'installer au Maroc, tout de suite, dans leur tête, ça dit « Mais t'es marocain ?» C'est exactement ça. Ouais. Alors, pour ma part, oui, je suis marocain, mais je ne suis pas originaire du tout de Marrakech. Et pour le coup, je pense que j'aurais pu, même si j'avais été d'une autre origine, très sincèrement, le choix, il se serait dirigé pour les mêmes raisons vers le Maroc. Parce que pour moi, le Maroc, aujourd'hui, c'est... Tu as connu un petit peu Dubaï? Tu as déjà été en vacances à Dubaï? Ouais, je suis allé. Pour moi, tu es en quelle année? Je suis allé là en 2025. Et tu avais été avant? Non, c'était la première fois en 2025. Ouais. Alors, pour te donner un ordre d'idée, 2025 Dubaï, on est vraiment dans le futur. Dubaï, quand le tourisme a commencé à Dubaï, entre 2010 et 2013,
c'est exactement la situation aujourd'hui dans laquelle se positionne le Maroc. Ok. Donc, Pour ça qu'on pour entend ne pas beaucoup. pour ne pas faire de comparaison inutile, on va pas dire que Dubaï ressemble au Maroc ou que le Maroc ressemble à Dubaï, mais, Mais en on tout entend cas, beaucoup Marrakech, futur Dubaï. sur le volet économique, en tout cas, on s'y approche Ok. doucement. Et je pense que Marrakech n'aura rien à envier à Dubaï dans quelques années. Ok. Je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, je suis bien placé pour parler de ça. Je suis pas du tout marocain, même si on me le demande tout le temps. Et que j'ai la gueule d'un local, pardon. Tu vois, donc forcément, ça va ensemble. Moi, je suis algérien et je suis venu parce que, à la base, c'était des vacances. On était de passage avec ma femme qui est marocaine, pour le coup, et qui voulait retourner dans son pays d'origine, ce que j'ai compris, ce que j'ai suivi le mouvement, je suis venu, et puis en fait, j'ai kiffé au bout de 3 jours. Je dis, mais en fait, viens, on s'installe ici. C'est ce qu'il faut pour plein de raisons, Et la raison principale pour laquelle tu as kiffé le Maroc. le cadre de vie, je pense, le fait que ce soit un pays musulman, que voilà, tu vois, t'entends l'Aden, tu peux Ouais, prier quand tu veux, alors que tu. Enfin, tu vois, c'est une des raisons c'est la raison que principale. j'entends beaucoup moi aujourd'hui, puisque à travers Entrepreneurs Morocco, on reçoit, donc on pose un diagnostic bilan projet installation au Maroc, et donc pendant ce diagnostic, on échange un petit peu avec la personne pour savoir quel est son projet réellement et pourquoi est-ce qu'il surtout il est viable son projet. Ok. Et ça ressort beaucoup. Bah, en fait, moi, j'ai envie d'entendre l'Aden, j'ai envie de pouvoir prier à l'heure. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les gens s'installent aujourd'hui au Maroc. Donc vous avez une majorité de clients musulmans, du coup? On a vraiment tout. Vraiment, très sincèrement, j'ai accompagné un monsieur qui s'appelait Jean il y a quelques jours Ok. sur son projet entrepreneurial. Donc, il n'est pas musulman. On a, si je puis dire, c'est venez comme vous êtes, tu vois, c'est un peu la pub comme McDo, tu vois, venez comme vous êtes, c'est-à-dire que tu sois musulman, chrétien, juif. Moi, j'ai grandi à Paris, tu vois, je suis né, j'ai grandi à Paris et j'ai vécu enfin, j'ai grandi et été éduqué dans la coexistence. Donc, j'ai grandi avec des juifs, avec des chrétiens, avec des bouddhistes, dans la même classe. On jouait au foot ensemble, et j'ai retrouvé ça ici au Maroc. Ok. J'ai retrouvé ça ici au Maroc parce que... À Marrakech en particulier? À Marrakech en particulier. À Marrakech, il y a une grosse communauté juive. Et il y a un respect ancestralement profond et ancré chez ces gens-là qui sont marocains, tu vois, c'est des gens qui sont marocains comme toi, enfin non pas comme toi, mais comme moi, et qui vont échanger avec beaucoup de respect, avec des échanges profonds, qui ont énormément de choses à t'apprendre, et je pense qu'aujourd'hui c'est très réducteur, et ça c'est très français. Tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens partent de France, c'est que en fait, les religions étaient à abattre en France. Si tu étais de telle ou telle confession, bah, il faut t'abattre parce que bah, tu poses problème à travers ta réussite, à travers ton échec, à travers plein de sujets qui peuvent venir contrebalancer et controverser les échanges. Et du coup, aujourd'hui, moi, je suis d'avis que qui que ce soit s'adresse à moi, vraiment, sans que ça n'aille contre mes valeurs et mes principes, j'ai aucun problème avec ça. Ok. Vraiment. On va revenir là-dessus après. Revenons d'abord sur ton parcours. Ouais. Et on va parler d'un premier truc, c'est la question que j'aime bien poser avant de commencer. C'est quoi pour toi un plafond de verre? Alors, un plafond de verre, pour moi, il y a deux définitions. Tu vois, il y a la définition de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il va te dire qu'un plafond de verre, pour lui, c'est un palier qu'il n'arrive pas à dépasser. Et donc, qui doit aller briser pour passer au niveau au-dessus. Et un plafond de verre, si on réfléchit avec l'essence que les mots peuvent évoquer, c'est un plafond transparent qui est au-dessus de nous. On nous voit, mais est-ce que nous, on l'utilise vraiment, ce plafond? Donc, ça n'a pas forcément une connotation péjorative, à Ok. mon sens. On en discutait dernièrement d'ailleurs à ce sujet. Et d'ailleurs, merci parce que tu as enrichi là. Personne ne le sait là. Il y a d'autres épisodes qui vont sortir avant toi, mais le nom du plafond de verre, j'ai remis en question un petit peu. Est-ce que je vais continuer d'appeler ce podcast comme ça ou pas? Et notre discussion m'a fait réfléchir positivement sur ce nom-là, donc je suis plutôt content. Et donc merci. Ok.
Ça a été quoi ton premier plafond de verre? Toi, en tant que Zakaria, pas forcément en tant qu'entrepreneur, juste en tant que Zakaria, dans ta vie, dans ton parcours, quel a été ce que tu considères comme étant le premier plafond de verre? Mon premier plafond de verre, ça a été d'aller chercher la fierté dans le regard de mes parents. Ah, ok. Tu vois. Première fois qu'on me dit ça. Moi, j'ai été éduqué par mon père et ma mère, mais par mon père qui était très très dur. Donc on avait cette image, on est originaire du nord du Maroc, et on avait cette image de... mon père était très dur. C'est-à-dire que c'était l'école, la maison, tu vois, là où toi, tu pouvais aller jouer au foot le samedi après-midi, bah moi, le samedi après-midi, j'étais à l'école arabe. Ok. Donc, et quand tu es jeune, tu te rends pas compte que, bah, en fait, que ton parent est en train de te rendre service. Toi, tu le vois comme une punition. Donc moi, je l'ai longtemps vécu comme une punition. Et mon premier plafond de verre, ça a été d'aller voir que finalement, tout ce que mon père et ma mère avaient mis en place pour nous éduquer, bah, en fait, ça avait porté ses fruits. Tu vois, parce que je maîtrisais la langue arabe à l'écrit et à l'oral parfaitement, en dehors de Derija. Et ça m'a servi énormément dans différentes situations dans ma vie. Et je pense que c'est le premier plafond de verre c'est un plafond de verre du coup plutôt personnel. Et comment t'as réussi à le briser, ce plafond de verre? Ben écoute, mon père qui était très pudique sur ses sentiments, pour la petite histoire, tu vois, c'est un truc qui m'avait marqué, c'était j'ai eu mon bac, j'ai eu une mention, j'étais tout content, des super notes. Et mon père, la première question qu'il a posée, comme beaucoup de Maghrébins, t'as eu combien en maths? Tu vois, j'avais eu 19. Et sa réaction, c'était Pourquoi pas 20? pourquoi t'as pas eu 20? Parce que tu connaissais tout. Et je pense que comment j'ai brisé ce plafond de verre, en fait, moi, j'ai pété un plomb à ce moment-là. Tu vois, Ok. tu viens d'avoir ton bac, t'es tout content, c'est l'été, tu te dis, voilà. Puis tu t'attends à félicitations, je suis fier de toi. Et j'ai pas eu ça. Et donc, comme j'ai pas eu ça, j'ai été dans un cursus d'études que mon père, peut-être inconsciemment, m'a guidé vers ce cursus d'études-là, en me disant, ouais, c'est les médecins qui réussissent, c'est les médecins qui réussissent. Et donc, j'ai entamé des études de médecine. Que j'ai... Et du coup, à ce moment-là, il y a eu un gros... Comment dire? J'essaie de trouver le bon mot. En fait, je me rendais compte que j'étais en train de faire des choix. Par défaut, peut-être? Non, c'était pour rendre fier mon père et pas pour ce que j'étais réellement. Et du coup, comment j'ai brisé ce plafond de verre, c'est qu'à un moment donné, après plusieurs années d'études, j'ai été voir mon père et je lui ai dit, mais en fait, je fais plus ça. Et mon père ne savait pas que j'étudiais plus ce que j'étudiais auparavant pendant de nombreuses années. Et ça ne l'a pas empêché de me dire, je suis fier de toi. Et à partir de là, je cherchais énormément la reconnaissance de mon père, parce que mon père, c'était quelqu'un qui était très respecté, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, que ce soit dans les connaissances de mon père, qui connaissait énormément de monde. C'était quelqu'un qui avait toujours la parole de la sagesse, tu vois, et qui a pas transmis forcément l'amour à ses enfants comme aujourd'hui on pourrait le transmettre. Tu vois, moi, avec mes filles aujourd'hui, j'ai aucun mal à dire à mes filles je t'aime le matin, le midi et le soir. Et je pense que si tu poses la question à beaucoup de gens de notre génération, il n'y a personne qui va te dire mon père m'a dit je t'aime. Peut-être les mamans, mais les papas, c'est très. Après, c'est la relation père-fille peut-être, tu vois, mais j'en discutais encore il y a quelques semaines avec des amis, tu vois, où on disait bah, faut pas reproduire peut-être les erreurs que nos parents ont fait dans le passé. Et il me disait, mais non, mais en fait, on a tous connu ça. Tranquille, enfin, faut se détendre. Personne n'a eu le je t'aime du côté de ses parents. Et ça les a pas empêchés de réussir. Donc voilà. Donc, premier plafond de verre, aller chercher le respect, la fierté. La fierté dans le regard de tes parents, c'est exactement ça. Ok, donc tu as réussi. Alhamdoulilah. Contre toute attente, parce que finalement, tu as réussi sur un aveu. Un aveu de peut-être de ne pas avoir suivi ce qu'il aurait voulu, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Et malgré tout, tu as eu cette reconnaissance et tu as eu cette fierté-là. Alors que pour mon père, être prof, c'était juste lambda. Tu vois pourquoi tu vas faire prof alors que tu as les compétences d'aller faire beaucoup mieux? Mais
au final, tu te rends compte que pour exister, tu as besoin de faire quelque chose que tu aimes. Et je dis souvent à mes collaborateurs, à mes élèves, je disais souvent que c'est pas qu'une phrase sur Internet que tu lis quand on te dit que fais un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler une seule journée de ta vie, parce que le travail aujourd'hui, c'est perçu comme quelque chose de négatif et qui est péjoratif. Clairement, genre, je travaille pour vivre. Alors que moi, je crois que je vis pour travailler aujourd'hui. Tu vois, vraiment, je suis passionné par tous ces nouveaux projets qui arrivent de mes clients, que je considère même pas comme des clients aujourd'hui, parce que, en fait, quelqu'un qui t'accompagne, c'est plus un élève qu'un client. Donc, c'est la transmission de savoir qui m'anime. Tu vois, c'est toujours apprendre plus pour pouvoir partager aux autres et aider les autres. Et ça, tu l'as compris avant de devenir prof ou sur la voie? Bah, très honnêtement, je pense que je l'ai compris très vite, puisque même au lycée déjà, j'étais toujours en train d'aider les autres. Tu vois. J'animais, j'étais le rebeu Babtou du lycée pour eux, qui animait le club de un tel, qui faisait partie du conseil d'administration, puisqu'en fait j'avais ce besoin d'aller comprendre ce qui se passe pour mieux le gérer par la suite. Et puis après, ça s'est confirmé en devenant prof, parce que pareil, tu vois, avec les collègues, on échangeait beaucoup, on cherchait toujours des solutions, on mettait en œuvre des choses. Et je pense que non, je l'ai très vite compris, honnêtement. T'as dit rebeu Babtou. Ouais, c'est Pourquoi ? l'image. Bah parce que, tu sais, tu as cette image aujourd'hui où il faut que tu rentres dans une case en France. Tu vois, c'est soit tu es le rebeu francisé qui a un bon poste et qui travaille dans les hautes sphères de la société, et donc bah là, tu rentres dans une case. Soit tu es la cité, là, c'est dealer, etc., etc. Ou soit tu as un peu d'argent et tout de suite, ah bah oui, mais il a fait son argent comment ? Escroquerie, ou alors la drogue, etc., etc. Donc, aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles je suis parti de la France aussi, c'est ça, c'est que moi, je me reconnais pas Je suis quelqu'un qui est très attaché à ses valeurs, à ses origines aussi. Et je voyais pas il faut pas que tu rentres dans une case. Tu vois, moi, je dis souvent, quand on fait un point avec ce qu'on appelle un bilan de compétences avec nos clients, le but du bilan de compétences, c'est d'identifier la zone d'excellence de tes compétences. Et les gens, ils ont toujours ce besoin de rentrer dans une case. Oui, mais non, mais moi, je peux pas faire ça parce que ma cousine, elle m'a dit que les gens qui font ça, ils sont ça. Tu vois ? Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément frustré toute ma vie, puisque, en fait, toi, tu es un être humain. Moi, je suis un être humain. On peut avoir des centres d'intérêt communs, ou pas du tout. Et ça peut ne pas nous empêcher de converger vers la même destination. Et je trouve que ça fait pas... En fait, ça fait plus du tout sens sur les dernières années en France. C'est-à-dire que les gens, ils doivent rentrer dans la case pour ressembler à tout le monde. C'est-à-dire que, j'ai plein de gens avec qui je discute dans le bilan de compétences, pareil, qui me disent pourquoi vous avez été chauffeur de bus ? La question que j'ai posée il y a quelques semaines à un monsieur en accompagnement. Je dis pourquoi vous avez été chauffeur de bus, monsieur ? Il me dit mon cousin, il a été à la RATP, donc du coup à la RATP en tant que machiniste, il gagnait tant, et je me suis dit que j'allais pouvoir combiner avec mon activité à côté et qu'il me fallait un salaire de temps. Donc il fallait rentrer dans la case de je dois avoir un salaire de tant d'euros par mois pour pouvoir vivre. Et en fait, on n'écoute plus son besoin j'ai envie d'être pour faire. Je ne sais pas si toi, tu as rencontré des situations similaires dans ta vie. Ben écoute, cette notion d'être pour faire ou de faire pour être, parce qu'aujourd'hui on est dans une société de faire, c'est parce que tu fais que tu es, c'est vrai. Alors que bon voilà, en l'occurrence ce que tu expliquais tout à l'heure, tu vois, sur le fait d'aimer son travail, on est plus dans une notion d'être, donc d'être épanoui, d'être heureux dans ce qu'on fait, d'être dans l'impact, de rechercher quelque chose qui va nous permettre de se réaliser. Tu vois, dit un mot qui est hyper important. Lequel ? L'impact. Tu vois, c'est ce que vous cherchez à faire aujourd'hui avec Entrepreneurs Morocco ? Moi aujourd'hui, c'était clairement ce que je cherchais à faire en tant que prof déjà. Tu vois, c'était d'impacter
j'ai enseigné dans une zone d'éducation prioritaire. Et ma plus grosse fierté, si tu me poses pas la question, mais je vais te la partager. Ma plus grosse fierté en ayant enseigné dans un lycée dans le 93, en plein cœur d'une cité, c'était que donc, j'enseignais dans le supérieur. Hein. Donc déjà, les étudiants, ils arrivaient, on était en BTS, ils venaient, ils s'inscrivaient au BTS. Pourquoi? Pour avoir la bourse. Et j'avais un taux d'absentéisme qui était incroyable. Et on allait chercher les élèves dans la cité. C'est-à-dire que quand le cours il démarrait, ils n'étaient pas là. Le lycée est en plein cœur de la cité. Et on allait chercher dans la cité pour leur dire qu'est-ce que vous faites, il y a cours là. Et impacté, c'était clairement ça. J'avais envie de leur dire, mais ils me disaient, mais monsieur, moi je m'appelle un tel, vous croyez que je vais réussir? Et je disais, la seule personne qui sera responsable de votre échec, c'est vous-même. En introduction, tu m'as dit qu'on pouvait parler de plein de sujets, notamment du racisme. Aujourd'hui, moi, j'entends à toutes les sauces ah, mais en France, tu peux pas réussir parce que tu t'appelles Mohamed, parce que tu t'appelles Camélia, parce que... C'est faux. Je suis pas du tout d'accord avec cette vision. Okay. Et puis, même si on allait sur cette vision-là, ok, qu'est-ce qui t'empêche de partir aujourd'hui? Alors justement, toi, est-ce que dans ton parcours, tu l'as vécu ce racisme? Est-ce que tu penses l'avoir rencontré? Est-ce que ça a constitué un plafond de verre pour toi ou pas du tout? À t'entendre, j'ai l'impression que non. Très honnêtement, moi, je l'ai vécu, mais je remets pas ça sur le dos de la société. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je l'ai vécu, je pense que je voulais être enseignant, et à un moment donné, j'ai voulu passer à un stade supérieur. C'est-à-dire que je me disais, en fait, là, je peux aller plus loin. Tu voulais faire l'agrégation? Non. C'était vraiment au-delà de... Je voulais travailler sur... En fait, j'ai travaillé sur des programmes pédagogiques en accord avec différents rectorats, j'ai fait pas mal de choses, mais je me sentais pas rétribué à ma juste valeur. Et je me demandais... En fait, ça m'a traversé l'esprit de me dire, est-ce que c'est parce que je m'appelle un tel? Parce que mon collègue, il s'appelle un tel, et lui, ça a été beaucoup plus rapide pour lui. Et au final, non, c'est pas vrai. Parce que j'ai une de mes collègues qui a un nom bien maghrébin, et qui aujourd'hui, d'ailleurs, est inspecteur des inspecteurs, non, elle est inspecteur des chefs d'établissement à l'éducation nationale. Donc, ça ne l'a pas empêché. Elle a eu un parcours brillant et elle a été le chercher, ce parcours. C'est-à-dire que quand une porte, elle s'est fermée, elle a été en ouvrir une autre. Moi, je pense tout simplement que la fonction publique, ça ne me correspondait plus. Pour des questions de valeur vraiment personnelles, tu vois. J'avais envie de voir d'autres horizons. J'avais envie... Alors, je ne suis pas de nature à exposer, tu vois, même, par exemple, même sur les réseaux, j'ai créé mon profil il n'y a pas très longtemps, parce que je n'étais pas du tout réseau. Mais impacté, c'est un sujet qu'on aborde très souvent avec Imen, et il a réussi à me convaincre d'impacter, et ça a été très vite. Je vais te dire, j'ai créé mon profil sur les réseaux il y a moins d'1 an. Aujourd'hui, je suis suivi par plus de 12 000 personnes qui posent des questions, qui échangent, qui ont plein de choses à partager. Et je trouve ça incroyable parce que si tu arrives à impacter ne serait-ce qu'une seule personne vers un avenir meilleur, si je puis dire, bah, pour moi, j'ai tout gagné. Pour en revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le racisme, est-ce que tu penses, parce que donc, tu pensais, au début tu as commencé à te poser la question, est-ce que c'est parce que je m'appelle un tel, parce que je m'appelle Zakaria que j'obtiens pas ce que je veux dans le niveau supérieur, ou est-ce que non? Puis, tu as vu qu'une de tes collègues, qui avait aussi un nom maghrébin, elle a même atteint un poste qui pourrait sembler hors d'atteinte pour beaucoup de personnes issues de l'immigration. Est-ce que tu penses que ça veut dire que le racisme n'a pas lieu d'être, n'est pas là, ou est-ce que ça veut plutôt dire, j'oriente un peu la question volontairement parce que je veux vraiment ton avis là-dessus, que
finalement, on voit ce qu'on a envie de voir. Et quand on veut quelque chose, si on fait fi des obstacles et des barrières comme le racisme, on peut l'atteindre quoi qu'il arrive. Moi, je reste persuadé de ça. Tu penses que c'est ça? Pour moi, quand tu veux quelque chose, il n'y a aucune raison que tu ne l'obtiennes pas. Et tu penses pas que c'est plus dur pour quelqu'un issu de l'immigration en France? Non. Non? Non, je reste convaincu qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que tu t'appelles Samy, si tu vas demain t'inscrire en école de journalisme, qui est un marché qui est saturé et bouché, tu penses parce que tu t'appelles Samy, tu vas pas pouvoir intégrer cette école? Aujourd'hui, avec tout ce que tu as monté, là, si aujourd'hui tu décidais de reprendre tes études, je te garantis qu'en mettant en avant les compétences que tu as acquises sur les 3 dernières années, en fait, tes compétences, elles parleraient pour toi. Il n'y a aucune raison que tu ne sois pas accepté dans tel ou tel ou tel parcours. Et pourtant, ce sont des parcours qui sont bouchés. Okay. C'est Sciences Po. Donc si je comprends bien, en fait, si au moment T où tu as envie de faire quelque chose, tu vois que la porte elle est fermée, peut-être qu'en faisant un chemin, un chemin qui est détourné, tu pourrais revenir au même point où tu as essayé plus tôt et réussir. C'est ça en gros l'idée. C'est la phrase que je dis tous les jours. Vraiment tous les jours à mes salariés. Ils viennent me voir et me disent bah, Isaac, j'arrive pas à faire ça. T'as essayé quoi d'autre? Bah, je sais pas. Non, mais t'as essayé quoi d'autre? C'est-à-dire que, ok, moi je vais te donner un chemin direct pour aller chercher ton information et accéder à ce que tu veux avoir. Mais si ça fonctionne pas, pour X ou Y raison, des fois, il y a un problème technique, ça fonctionne pas, il faut une alternative à la solution. Et ça fonctionne dans 99,9% des cas. Ok. C'est un point de vue que j'entends, que je comprends. Mais que tu ne partages pas. Pas à 100%, parce que je suis assez d'accord. Je pense que quand tu veux quelque chose, ouais, il y a des portes. Moi, mon avis sur la finalité, il est semblable au tien, mais sur le départ, moi, je pense qu'il y a du racisme en France. Je pense que je pense que ça bloque, ça peut te bloquer dans ton parcours. C'est un fait. Je pense que tu peux avoir des difficultés parce que tu t'appelles Zakaria, un tel, etc. Mais je pense pas que ça doit devenir une fatalité. Et effectivement, je pense qu'en prenant des chemins détournés, parce que je te crois, je pense qu'aujourd'hui, si je n'ai pas l'intention de devenir journaliste en France, certainement pas, mais si demain je voulais reprendre des études de journaliste, peut-être qu'avec avec ce que j'ai fait aujourd'hui, avec un studio de podcast à Marrakech, avec 10 ans d'entrepreneuriat dans les réseaux sociaux et dans la création de contenu, peut-être que ça ferait la différence, certainement. Et différence que ça n'aurait peut-être pas fait à l'époque si j'avais voulu commencer des études, tu vois. Mais ça se rejoint finalement. In fine, ça se rejoint. Tu sais, je pense que on a un problème, les Parisiens. C'est qu'on pense que Paris, c'est toute la France. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai que quand tu échanges avec des gens qui viennent de différentes régions, tu te rends compte que oui, en effet, il y a du racisme. Il y a quelques semaines, j'ai eu une personne au téléphone qui m'a dit « Ah, mais vous êtes Zakaria, mais vous travaillez dans l'IT, non ?» Je dis « Ah, pardon ?» Elle me dit « Non, mais mon ancien... C'est pas commun comme prénom, Zakaria. » Elle me dit « Mon ancien collègue, vous n'avez pas travaillé chez le nom de la société ?» Je dis « Mais non, madame, mais vous vous rendez compte le nombre de Zakaria qu'il y a sur la planète ?» Elle me dit « Mais ah bon? Moi, je pensais que c'était un prénom, complètement anodin. » Je lui dis « Mais madame, des Zakaria, il y en a plein. » Donc oui, je pense que... pourquoi? Enfin, on parle pas de racisme, là. On parle juste de stupéfaction face à un prénom étranger. Entre guillemets, bien que des Zacharias, il y en a plein en Espagne, il y en a plein au Portugal, et c'est pas des musulmans et c'est pas des maghrébins. Mais c'est juste pour aller chercher le fond de la pensée, de se dire qu'aujourd'hui, alors oui, il y a du racisme. Ça, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a du racisme en France. En fait, le racisme, il va pas t'empêcher de réussir si tu as envie de réussir. Ça reste quelque chose qui... T'es dans un petit patelin et il y a du racisme. Si tu as envie de réussir, tu vas vers une ville qui est un peu plus ouverte et tu vas tenter ta carrière dans cette ville-là ou tes études dans cette ville-là. Comme si tu poses la question pourquoi à tes parents, je ne sais pas si tu es issu de la première ou de la deuxième génération qui est arrivée en France, mais si tu poses la question à tes parents, à tes grands-parents, pourquoi ils ont quitté leur pays pour venir en France, c'était pas pour
c'était pas parce que dans leur pays, il y avait du racisme. Mais ils étaient juste à la recherche d'un avenir meilleur. Et aujourd'hui, il y a un gros débat. Tu me poses des questions depuis tout à l'heure, c'est moi qui vais t'en poser une. Est-ce que aujourd'hui, en France, les musulmans, est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a le droit de dire qu'en France, on veut telle et telle chose? C'est-à-dire? Beaucoup de gens partent aujourd'hui de la France. Ouais. Pourquoi? Le constat qu'on fait tous globalement, c'est que, on va dire, la raison à 30%, c'est des gens qui veulent vivre leur religion correctement. Je sais pas si c'est le chiffre, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup, oui, effectivement. On va dire, on va généraliser à 30%. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu sur les derniers mois. Sur les dernières semaines, c'est beaucoup ce qu'on a vu. Ok. C'est pas que ça, mais on a eu beaucoup de... Tu sais, on complète beaucoup de questionnaires, pourquoi vous voulez partir? Et puis, tu as des gens qui te disent, je veux le cadre de vie, et tu en as d'autres qui te disent, j'ai juste envie, comme on le disait tout à l'heure, d'entendre l'Adène, de pouvoir vivre ma religion correctement et de pouvoir éduquer mes enfants correctement. Ça, c'est un sujet qui revient énormément. Et donc la question, c'est quoi? C'est est-ce qu'on a le droit de revendiquer des choses liées à notre religion? C'est ça que tu veux dire? En France? C'est ça, c'était ça la question de base? Alors, c'est pas forcément de se dire est-ce que j'ai le droit de revendiquer des choses par rapport à ma religion, parce que pour moi, je me sens aussi français. Enfin, Ok. moi, je suis franco-marocain. Il y a des gens qui vont me dire non, t'es marocain. Non, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France. C'est aujourd'hui la France qui a fait les compétences que j'ai à revendre aujourd'hui. Donc non, moi je crache pas sur la France. Mais du coup, c'était quoi ta question? Ma question, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que musulman, si tu as envie d'avoir quelque chose dans ton cadre de vie en France, est-ce que tu as le droit de l'exiger? Je sais pas, parce que je pense pas que les départs sont liés à de l'exigence. Je pense que il y a une... En tout cas, si on parle du sujet que tu as cité, à savoir les musulmans, est-ce que les Français de confession musulmane en France ont le droit d'avoir des demandes envers la France? Bah, envers ce que la France promeut et promet, je pense que oui, tu vois, quand on parle... Enfin, je suis pas dupe sur le liberté, égalité, fraternité. Ça fait longtemps que ce truc-là, pour moi, depuis très jeune, je n'ai jamais cru à ce truc-là, tu vois. Mais cela dit, je peux comprendre qu'on puisse y croire et qu'on puisse se sentir déçu par le fait de ne pas vivre les valeurs qui sont prônées par la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y a un climat d'islamophobie qui est palpable, qui est qu'on voit partout dans les médias. Si tu regardes un peu les médias, ce que je ne fais pas et ce que je pense que personne ne devrait faire en France, tu peux te sentir tu peux te sentir vraiment pris pour cible constamment dès que tu allumes ta télé. Tu vois ce que je veux dire? Je l'entends. Tu vois? Et je pense, est-ce qu'il y a des demandes à faire est-ce qu'on a le droit de demander en tant que musulman, français de confession musulmane, d'être respecté et d'avoir le droit à la vraie laïcité, qui n'est pas lutter contre les religions, mais accepter toutes les religions telles qu'elles soient et pouvoir vivre avec cette religion dans l'espace public? Bah, je pense que oui, on peut s'attendre à ça. Mais moi, je suis pas dupe là-dessus et j'ai fait le choix que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire partir, parce que je sais que ça n'arrivera jamais. Tout simplement. Voilà. Et donc, ça me permet de venir à un sujet. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Ouais. Ça me permet de rebondir avec toi sur deux choses. La première chose, c'est tu es parti avant de devenir entrepreneur ou tu es devenu entrepreneur avant de partir? J'étais déjà entrepreneur avant de partir. Qu'est-ce qui a fait le pas de la fonction publique à l'entrepreneuriat? Ça a été quoi ton étincelle? Tu t'es dit, ok, la fonction publique, c'est plus pour moi. Maintenant, je veux entreprendre. Et pourquoi? Je l'ai toujours fait, pour être très honnête. Ok. Je l'ai fait dès la première année parce que j'avais tout plein d'idées. En fait, moi, j'avais une idée à la minute. Mais j'avais besoin de structurer mon idée pour savoir vers laquelle j'irais. Donc, tu vois, en étant étudiant, j'ai donné des cours particuliers. Puis après, j'avais monté une boîte dans l'événementiel où moi, je kiffais l'animation. C'était l'animation centre de loisirs, le lien avec les enfants. Donc, beaucoup d'entre nous ont fait ça pendant leurs études. Et ça m'a donné une idée. Un jour, j'étais comme ça. Et puis, je me disais, mais en fait, j'avais un pote qui se mariait. Et je me disais, mais en fait, moi, le jour où je me marierai, je mettrai sur l'invitation que les enfants, ils ne sont pas les bienvenus. Et mon pote, il me mettait complètement fou et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mais un mariage, c'est pas fait pour les enfants. Il me dit, mais t'as pas des super souvenirs des mariages et tout quand t'étais petit? Je dis, bah, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de créer du souvenir pour les enfants dans les mariages. Et puis, l'idée, elle est partie. Tac. Et
puis un mariage, 2 mariages, 3 mariages. Une de mes premières expériences, c'était ça. Ça a bien marché? C'est une entreprise qui a cartonné, que j'ai revendue plusieurs années plus tard, et qui existe toujours d'ailleurs, et qui bosse plutôt pas mal. Donc, cool. C'était une bonne idée, tu vois. Et non, donc du coup, pour répondre à ta question, j'ai entrepris, même pendant la fonction publique, parce que, comme je te disais, en fait, moi, enseigner, c'était pas mon travail, c'était ma passion. Et la transmission, c'est ça? C'était la transmission. C'est-à-dire qu'on était là, on échangeait, on cherchait des solutions, on identifiait des problèmes, et puis on apprenait de nouvelles choses. Tu vois, j'ai des étudiants qui m'ont appris et des choses. Enfin, le premier site internet que j'ai appris à faire, j'ai appris à le faire avec un étudiant qui était passionné et avec qui je passais du temps pour son projet, pour préparer son BTS. Et en fait, pour son BTS, il avait construit son site internet pour le présenter au jury. Et du coup, j'ai décortiqué avec lui son site internet pas à pas. Et puis, ça m'a donné envie d'aller découvrir de nouvelles compétences. Et j'ai regardé des tutos. Et puis, j'ai fait une formation en ligne. Et voilà, tu vois. Donc, j'ai un élève qui m'a appris quelque chose. Et pas qu'un, d'ailleurs. Donc, la transmission, elle n'est pas unilatérale. Tu vois. Pour moi, quand tu es enseignant, déjà, tu apprends tous les jours parce que tu restes lié. Tu vois, tu restes lié avec... Puis quand j'ai commencé ma carrière, j'étais pas très éloigné d'âge avec eux. Donc, j'étais branché avec eux sans pour autant être trop éloigné et en apprenant des choses tous ensemble. Alors, dis-moi, d'où est venue cette fibre entrepreneuriale? C'est quoi? C'est familial? C'est générationnel? Pas du tout. Non? Pas du tout. C'était juste, t'avais des idées, fallait que tu les réalises, quoi. Moi, C'est ça. je viens d'une famille, pour que tu comprennes, tout le monde est prof. Tout le monde est prof? Tout le monde est prof. Ok. Donc, je suis le dernier de ma famille. Et j'ai mon grand frère qui, lui, était, on va dire... non, il était entrepreneur. Et donc, une des premières choses que j'avais fait, c'était de travailler avec mon frère sur une pizzeria qu'il avait ouverte. Donc, je travaillais avec lui à la pizzeria. Et puis, ah ouais, mais viens, on fait ça, viens, on fait ça. Il était prof entrepreneur, du coup? Non, il n'était pas... Alors, je dis tout le monde était prof. Sauf lui, du coup. Sauf lui. D'accord. Sauf lui, il était... lui, il travaillait en tant que chargé d'affaires. Il est ingénieur électrotechnique. Ok. Il est ingénieur électrotechnique. Et du coup, il était entrepreneur. Mais il était entrepreneur juste pour pas passionné par le projet, tu vois. Il était entrepreneur parce que il se disait, en fait, si je veux gagner de l'argent, il faut que j'entreprenne parce que c'est pas mon salaire qui va me permettre de gagner de l'argent. Okay. Mon salaire va me permettre de vivre. Et du coup, il a mené un premier projet, un second, et puis... Et toi, tu étais sur ces projets-là aussi avec lui? On a fait des projets ensemble. Ok. On a fait des projets ensemble, et du coup, un jour, je me suis dit, en fait... pourquoi pas moi? Ouais, go. Ok. Ouais. Moi, j'aime bien aller... Tu vois, comme je te disais, il faut que l'idée, elle soit structurée, mais tant que tu la testes pas... Tu sais pas. Tu sais pas. Mmh. Donc, allez, on a testé un truc, ça a marché, non, ça s'est cassé la gueule. Puis des fois, mon frère me dit, mais ça n'a pas marché, tu perds ton temps. Je dis, ouais, c'est pas grave, je vais apprendre des choses. Et c'est vrai, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Pourquoi tu as quitté la France? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France? Je suis pas parti parce que j'avais besoin de partir. Je suis parti parce que j'avais envie de découvrir de nouvelles choses. Ok. Moi, j'ai pas quitté le climat de racisme où j'ai décidé de partir. Non, j'ai décidé de partir parce que j'avais envie de découvrir de nouvelles choses. Qui peut-être allait répondre à la personne que je vais devenir, parce qu'on évolue chaque jour. Et puis, dernièrement, vraiment, mon installation au Maroc, pourquoi je me suis installé au Maroc? C'était parce que j'avais envie de donner un cadre à mes enfants. Je voulais qu'ils grandissent dans... Tu sais, une perte de culture qui se fait en France, de plus en plus. Je trouve difficile d'élever tes enfants dans un autre pays tout en gardant la culture de ton origine. Nos parents l'ont très bien fait pour certains, et je pense que c'est un défi que je ne sais pas si on aurait été capable de le relever en restant en France. C'est pour ça que tu es venu au Maroc? C'est une des raisons. Je voulais que mes enfants parlent arabe. Et avant le Maroc, vous étiez où, du coup? Aux Émirats. Donc j'ai été aux Émirats par rapport à une opportunité qu'on m'a proposée. Ça a été une super expérience. Mais j'y resterai.
pour moi, tu vois, c'est une expérience que j'aurais pas renouvelée. Ok, pourquoi? On parlait tout à l'heure d'enfants, d'éducation. Et aux Émirats, moi, il y a un truc qui me frappe. Je vais encore beaucoup aux Émirats aujourd'hui pour le travail, hein. Donc, j'ai jamais déconnecté réellement avec les Émirats. Mais j'aurais pas voulu m'y ancrer sur le long terme parce qu'il y a un élément qui me frappe à chaque fois que je vais aux Émirats, qui est un modèle économique fabuleux, mais qui creuse les classes sociales enfin, pour moi, il y a un écart de classe sociale qui est très important aux Émirats. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour moi, les Émirats, aujourd'hui, c'est réservé aux gens qui ont beaucoup d'argent. On voit beaucoup de podcasts en ce moment tourner. Il faut combien pour vivre à Dubaï? Puis moi, j'avais pas envie que mes enfants ils grandissent dans une dynamique de ils ont besoin d'argent, combien d'argent pour vivre, tu vois? Et puis j'ai pas envie qu'ils grandissent forcément dans des écoles où ils sont qu'avec des enfants de riches ou vraiment l'idée c'est de se mélanger au peuple. Moi, j'étais quelqu'un qui était, tu vois, à Paris, comme je te disais tout à l'heure, on a grandi dans un mélange de cultures. Alors, ça, c'est super à Dubaï, parce que tu as vraiment toutes les cultures. Tu peux avoir un Indien, un Pakistanais, un Russe, un Slave. Vraiment, c'est hyper mélangé. Donc, c'est super. Mais il y a toujours ce côté... je sais, toi qui as été récemment, est-ce que tu as remarqué que par exemple, les serveurs dans les restaurants, c'était souvent les mêmes personnes des mêmes origines? Oui. Et Égyptiens, Pakistanais, voilà. Indiens, Et, je pense ça. et on est OK avec ça, dans le sens où on se dit, bah, ils viennent chercher une meilleure vie dans un autre pays, et c'est OK. Mais la première fois que. En fait, moi, vraiment le déclic, c'est que ma grande fille, elle me dit, mais papa, pourquoi c'est toujours les mêmes personnes dans les restaurants qui sont au service? Je dis, comment ça? Elle me dit, bah, c'est toujours les gens de la même couleur. Tu vois, et c'est anodin, ça vient d'un enfant. Et après, tu te poses un milliard de questions et tu te dis pourquoi et comment. On revient à l'impact. Genre, en fait, moi, je trouvais, pour être très honnête, euh, le fin mot de l'histoire de pourquoi je ne suis pas resté à Dubaï. Il y en a qui vont te dire que ça coûte trop cher et qui décident de partir euh, parce que ça coûte trop cher, ce que j'entends. Moi, je suis parti parce que j'avais pas envie d'impacter dans un pays qui n'était pas le mien. Ok. Donc, choix du retour aux racines. Alors, le retour à la base, c'était la France. Ah ok, donc t'es revenu d'abord en France avant de Voilà. revenir au Le Maroc. retour à la base, c'était la France. Et puis là, c'est posé la question de les programmes scolaires qui changent, les enfants qui grandissent. Est-ce qu'on a envie de transmettre certaines valeurs à nos enfants et pas d'autres? Pour ne pas rentrer dans les détails, la question, elle s'est même pas posée en fait. C'est que je suis rentré en France. J'ai aujourd'hui encore des entreprises en France. Je travaille en France sur certains sujets avec certains clients. Mais ma vie, elle n'est pas en France. Tu vois. Donc t'as choisi le Maroc. Donc j'ai choisi le Maroc pour la simple et bonne raison que je me sens tout simplement mieux au Maroc. Tu vois, quand le matin je me réveille, il n'y a pas de pollution. J'habite pas au centre de Marrakech, j'habite un peu en dehors de Marrakech. C'est un choix volontaire parce que j'ai envie le matin quand je me lève, je bois mon café, il y a de l'air pur. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas en France. Parce qu'en France, je vis à Paris, il y a la pollution, il y a du bruit. Et je pense que c'est juste... En tout cas, moi, ce qui a motivé mon choix dans un premier temps, c'était le cadre de vie, réellement. Ok. Qu'est-ce que t'aimes le plus à Marrakech aujourd'hui? Je pense que je peux pas répondre à cette question. Il y a trop de choses? Bah honnêtement, tu sais, moi, quand je pars de Marrakech pour le travail, j'ai l'impression, tu sais, quand je monte dans l'avion pour aller quelque part, où que ce soit, hein, j'ai l'impression d'être en apnée, tu vois. Et quand je ratterris à Marrakech, et pourtant, comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas d'origine de Marrakech, mais quand je ratterris à Marrakech, Tu respires à je nouveau. respire. Je me dis, ah ouais, j'ai l'impression d'être chez moi. Alors, je suis chez moi, c'est le Maroc, mais je ne suis pas originaire d'ici. Et ce que j'aime le plus à Marrakech aujourd'hui, c'est la bonté
les gens. Je trouve que les gens, ils sont incroyables. Je sais pas si tu as vécu ce genre d'expérience, toi, en t'étant installé ici. Ça dépend de qui on parle. Mais ouais. Ça dépend Ouais. si on parle des Marrakechis ou si on parle Non, je te des... parle vraiment du côté marocain. Moi, ma fille, la dernière, enfin, elle arrivait, elle avait 3 semaines. Elle est pas née elle est pas née au Maroc. Elle est née en France et elle avait 3 semaines. Et on a fait une fête de naissance ici. Et du coup, la fête de naissance, on avait tu sais, des gens qui travaillaient pour nous, autour de nous, qui étaient là et qui étaient heureux pour nous, comme si on faisait partie de leur famille depuis genre des lustres. Pour moi, ça représentait bien ce côté, l'hospitalité marocaine, tu vois. Pourquoi le Maroc? Ça aurait été une question qui aurait plus de sens pour moi que pourquoi Marrakech. Parce que je ne sais pas si je resterai à Marrakech encore sur les prochaines années. Aujourd'hui, on travaille beaucoup entre Rabat, Casa et Marrakech. Donc on a amené à bouger très régulièrement. Et la stabilité d'on choisit une destination plus qu'une autre, une ville plus qu'une autre. Pourquoi Marrakech? Moi, pour ma part, c'était parce que c'était la ville au Maroc qui avait le plus de vols pour Paris toutes les semaines. Est-ce que tu as rencontré des nouveaux plafonds de verre depuis que tu es au Maroc? Si oui, lesquels? Bah, ça dépend si on part sur la définition positive ou négative du plafond de verre. Celle que tu veux. Alors, un plafond de verre. Parce que moi, quand je suis arrivé au Maroc, mon activité, c'était pas entrepreneur Morocco. C'était quoi? C'était mon agence de marketing digital. Ok. Qui existe déjà à Paris, aux Émirats. Et donc, le plafond de verre, c'était que... Bah, en fait, quand tu arrives à Marrakech, il faut que tu sois accompagné. Parce qu'il y a beaucoup de vautours à Marrakech. Et puis, si toi et moi, on fait la même activité, plutôt que de se souder et d'aller chercher ensemble des leviers de scalabilité, tu vois, pour essayer de performer ensemble, bah, je vais te dénigrer, ou tu vas me dénigrer, pour que toi, tu disparaisses du paysage et que moi, je puisse récupérer tes clients. Je donne une photo du moment T à Marrakech. Tout le monde a compris. Je pense. Et du coup, moi, alors ce que j'ai fait, c'est que en discutant avec Aymed, je lui dis, ouais, Aymed, écoute, moi j'en peux plus de cette ambiance-là, les gens ils se tirent dessus les uns les autres. Il me dit, mais en plus, toi, t'es quelqu'un d'hyper positif. Moi, je suis quelqu'un, il y a un problème, il y a toujours une solution. Mais vraiment, là, j'appelle mes amis à commenter et à dire les situations qu'on a rencontrées ensemble. On peut être au bout du monde, perdu, pas de réseau. Je veux dire, c'est pas grave, il va y avoir une solution. On va trouver une solution. Donc, t'es un optimiste. Ouais, je suis quelqu'un de très positif. Okay. Très honnêtement, je suis quelqu'un de très positif. J'essaye vraiment de chasser Tu vois, j'ai trouvé une excuse. C'est-à-dire que tu vas venir, tu vas me faire un sale coup, je vais te trouver une excuse et je vais pas me juger sur la première chose qui va se passer entre nous. Je vais attendre la deuxième pour confirmer. Puis là, si ça se confirme, bon, bah, je vais juste fermer la porte. Mais je suis pas du genre à aller me venger. T'es pas revanchard, ok. Parce que j'ai d'autres centres d'intérêt beaucoup plus importants qui sont d'aller lever les fameux plafonds de verre dont on parle. Donc, pour répondre à ta question, le plafond de verre qu'il a fallu lever depuis qu'ici on était au Maroc, c'était de créer Entrepreneur Morocco. Ok. Pour réunir les gens autour d'une cause, en fait, finalement. Pour réunir, impacter, rassembler, aider. Parce que l'objectif premier, il faut savoir que, voilà, Entrepreneur Morocco, on n'est pas là pour... c'est pas une activité, si je puis dire, on n'est pas là pour faire de l'argent. Pas là pour faire du profit. On est là pour aider les gens à aller chercher un meilleur cadre de vie, à aller lever les plafonds de verre qu'ils vont rencontrer eux aussi. Et je pense que la meilleure des choses qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'aider son prochain. Alors bien évidemment, on reçoit des messages de gens qui nous disent oui, on a envie de venir, mais on n'a pas le budget, mais on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Aujourd'hui, on fait vraiment du sur-mesure. On fait du sur-mesure, c'est-à-dire que la personne qui va avoir les moyens d'aller vers un accompagnement sur
le budget, ça va pas être le même si tu fais aujourd'hui 5 000 euros de chiffre d'affaires que si tu en fais 5 millions. Donc, A, B, C, on sélectionne pas les clients. Tu vois, on n'est pas dans la sélection de « Ah, mais lui, il va me ramener plus d'argent. » Non. Moi, des fois, il y a un projet, j'ai un projet qui me tient à cœur il y a quelques semaines. C'est une maman célibataire qui a envie de donner un meilleur cadre de vie à ses enfants, qui avait envie de rentrer au Maroc, mais qui n'avait pas les compétences nécessaires. Ou je ne sais pas si c'est pas les compétences. Non, les compétences, elle les avait. Elle avait juste pas l'envie d'aller dans l'entrepreneuriat. Okay. Et du coup, on lui a trouvé un poste qui correspondait à ce qu'elle cherchait. On l'a placée dans une entreprise où elle avait un salaire français, ici au Maroc. C'est dur, les enfants, il faut les scolariser. Il faut payer les écoles. Donc, il y a un cadre de vie qui a un certain coût. Mmh. Et les messages que tu reçois après qui te disent merci beaucoup, grâce à toi, tu as impacté ma vie, la vie de mes enfants. Parce qu'en plus, leur papa vivait déjà au Maroc. Donc, ils s'étaient séparés, mais leur papa vivait déjà au Maroc. Et en fait, le souhait de cette dame, c'était, en plus de ça, même si elle n'était plus avec le papa de ses enfants, qu'ils puissent voir leur père. C'était de rapprocher les enfants de leur papa pour qu'ils puissent les voir. Et t'impactes la vie des gens à travers les différentes activités, les différentes solutions que tu leur apportes. Ok. Il y a une question que je pose souvent à la fin, qui va te plaire. On est bientôt, ça passe vite. Hein. C'est une question qui va te plaire, je pense. C'est une question sur la transmission. On se revoit dans 10 ans, Zakaria. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir laissé ? Partager. Comme on le fait là. Notre échange, comme on l'a déjà fait auparavant, lors de notre rencontre. Partager, je pense que... Et sans rien attendre en retour. En fait, aujourd'hui, on vit dans une société où si je te rends service, il va falloir que tu te rappelles que je t'ai rendu service le jour où je vais t'appeler, parce que si tu le fais pas, tu seras un ingrat et toute la populace, elle aura entendu parler du fait que Samy m'a pas rendu service. Mmh. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment changer le mindset dans lequel on évolue et de se dire que tout simplement faire les choses pour les musulmans, pour Allah, et pour les non-musulmans, pour soi. C'est-à-dire que si tu changes ton objectif, c'est-à-dire que l'objectif, c'est plus de plaire à l'autre. C'est plus d'aller chercher le fait que l'autre m'apprécie et que je le fais soit pour moi, soit pour Allah. L'objectif, c'est plus le même. Et le résultat, en fait, même le résultat, il a changé. Puisque là, tu as permis à quelqu'un d'aller sur quelque chose qui était peut-être bancal avant de discuter avec toi. Et cet échange et cette transmission, elle a permis de structurer, d'accompagner et de révolutionner même pour certains. Donc, moi, je pense que si dans 10 ans, on se revoyait, j'aurais aimé, c'est le message vraiment que j'aurais aimé laisser. Tu veux qu'on retienne quoi de toi dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère qu'on pourra retenir que j'aurais permis à beaucoup de gens, de rejoindre le Maroc, quelles que soient leurs origines, leur religion ou leur métier. Parce que j'ai vraiment mon souhait premier dans mon activité aujourd'hui, avant même d'accompagner les gens et de transmettre, c'est participer à l'évolution du Maroc. Quand je suis arrivé ici, voir qu'il n'y avait pas de saison au Maroc et qu'il y avait du monde à Marrakech toute l'année, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Parce qu'à Paris, c'est vrai, il y a du monde toute l'année, mais c'est des gens qui vivent à Paris. Le tourisme, c'est quand il fait beau ou à Noël. Donc, on sait qu'à Noël, il y a beaucoup de... Tu sais qu'à Noël, les Uber, ils bossent bien. Et juillet-août, parce qu'il y a du tourisme international. Mais le reste du temps, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de tourisme à Paris. Ici, c'est plein toute l'année. Je sens ton attachement au Maroc. Bon, t'es marocain. Ça me surprend pas, mais ça veut rien dire en même temps. Honnêtement, est-ce que tu peux m'en parler plus en détail de cet attachement ? Honnêtement, je pense pas que ce soit lié à mon origine. C'est lié à quoi alors ? Alors, moi, je trouve que
Pourquoi aider le Maroc pourquoi ramener autant de monde au Maroc? Pourquoi tu veux faire en sorte qu'il y ait autant de monde qui revienne au Maroc ou qui viennent au Maroc tout simplement? Parce que pour moi, le Maroc aujourd'hui, c'est un des pays d'Afrique qui a compris que l'Afrique aujourd'hui, c'est puissant. Mais on est sous-estimé dans le monde entier. On sous-estime l'Afrique. On a sous-estimé l'Afrique dans le passé à travers le colonialisme, à travers l'esclavagisme, à travers différentes périodes de l'histoire qui ont voulu ça. Et aujourd'hui, le Maroc, c'est un des pays qui s'ouvre le plus aux autres. On accueille tout le monde. Et c'est peut-être ça qui fait aussi que, comme on accueille tout le monde, on peut être pris pour cible. De se dire, ah, cette gentillesse est une... je cherche mon mot. Cette gentillesse est une faiblesse. C'est exactement ça. Cette gentillesse est une faiblesse. On accueille tout le monde, donc c'est parce qu'on a besoin des autres. Mais on ne le fait pas parce qu'on a besoin des autres au Maroc. Aujourd'hui, on peut être critiqué sur différents pôles. Quand je dis... Tu vois, un truc... hier soir, j'étais sur TikTok. Et puis je tombe sur une vidéo. On parle du roi. Et il y a des insultes. Il y a des insultes envers un monarque. Et il y a une guerre qui a lieu et qui n'a pas lieu d'être. Pour moi, la guerre Algérie-Maroc, elle n'existe pas. J'ai été à plusieurs reprises en Algérie. J'ai un bon nombre d'amis algériens avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes. Et en fait, il n'y a pas de différence. Je suis associé avec des Algériens. Et pour moi, il n'y a pas de différence entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Ça devrait être un seul et même pays qui collabore pour aller justement chercher cette souveraineté internationale où les gens ils se diraient « Ah ouais, l'Afrique, c'est ça ». Parce que imagine si on était amené à mettre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ensemble. Et qui fait un seul pays. Qui était le Maghreb avant. Tu vois ? Si on faisait ça, qui pourrait venir parler avec l'Afrique ? Moi, j'ai été au stade, j'ai été dans les stades pour soutenir l'Algérie. Genre vraiment, tu vois, patrie, j'ai grandi avec des Algériens, one, two, three et tout, à fond. Pourtant, je suis pas algérien. Et j'ai vu des scènes qui m'ont attristé. Vraiment, j'ai vu des scènes qui m'ont attristé. Alors, je te raconte pas les réseaux. À un moment donné, j'ai complètement coupé les réseaux parce que je me suis dit, ouais, stop. Et du coup, pourquoi mon attachement ? Parce que justement, on aura toujours... Alors, tu vas avoir un grand débat de dire est-ce que ces échanges sont sincères. Lesquels ? Du Maroc qui dit on accueille tout le monde, on accepte tout le monde. Les Algériens, ils sont chez eux. Moi, j'appelle les Algériens aujourd'hui à nous raconter ce qu'ils ont vécu au Maroc quand ils sont venus au Maroc. Mais t'en as un devant toi, je peux te le dire. Tu y vis ? Moi, je vis au Maroc, je suis algérien, et j'ai rencontré un problème une fois avec un conducteur de InDrive, mais qui était complètement matrixé par la royauté. Si je te raconte les propos qu'il a dit, même toi tu vas me dire il est fou, le gars, ça faut même pas l'écouter. Mais j'ai jamais eu de problème. Quand je dis que je suis algérien, c'est khawa khawa, tout ce que tu veux, c'est la fraternité, on est ensemble. J'ai jamais eu de problème, jamais. Tu vois, donc moi je peux témoigner, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit là. Moi j'ai un attachement profond, honnêtement. Et comme je te dis, même si j'avais pas été d'origine marocaine, je pense que j'aurais très bien pu. Après, on peut pas le savoir, c'est pas le cas, hein, mais j'aurais pu y vivre tout comme toi. Et aujourd'hui, pour moi, le Maroc, c'est l'avenir. Tu vois, le Maroc, c'est la digitalisation. Vision 2030 ? C'est Vision 2030. C'est exactement ça. C'est Vision 2030. Et je partage cette Vision 2030 et je veux y participer. Et j'espère qu'il y a beaucoup de Marocains et de non-Marocains, mais de gens qui veulent impacter, qui vont nous rejoindre pour le faire et qui vont éduquer leurs enfants dans un monde meilleur. Parce que, voilà, il y a des endroits sur la planète plus propices à vivre en paix que d'autres. Pour terminer, je vais te poser 4 questions. Tu me réponds direct, sans élaboration. Vraiment, tu tac au tac.
Et tu vas me dire ce que tu en penses. La vérité que personne n'assume sur le fait de réussir au Maroc. Qu'est-ce que c'est? Recommence ta question. Quelle est la vérité que personne n'assume sur le fait de réussir au Maroc? On a un problème au Maroc. C'est quand tu réussis, les Marocains, si toi t'es né ailleurs qu'au Maroc, les Marocains ne te voient pas comme un Marocain, si t'es Marocain. Tu vois? Moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré récemment. Ils me disent, mais toi, tu restes 15 maigris, donc de toute manière, t'es venu avec ton argent de là-bas et t'as construit ici. Tu vois? Donc, la vérité, c'est que, bah, en fait, en France, les gens, ils peuvent se dire, ah, il y a du racisme, on n'est pas chez nous. Et au Maroc, bah, tu peux ressentir exactement la même chose. C'est-à-dire que les Marocains vont se dire, mais lui, il est né là-bas. C'est pas un vrai Marocain. Ok. Quel est le coût caché de tout quitter pour construire au Maroc? Le coût caché, c'est de vivre loin de ses proches. Tu vois, moi, aujourd'hui, moi, je suis très, très famille. J'ai un lien, je suis le petit frère. Tu vois, je suis vraiment le dernier petit frère. Donc, avec beaucoup de nièces, de neveux. Donc, tu prives tes enfants bah, de ce cadre familial où le samedi, bah, ils ne voient pas tout le monde, tu vois, que moi j'ai connu. Et puis, je pense que mes frères et sœurs me manquent. J'ai la chance d'avoir mes parents au Maroc, que j'essaie d'aller voir assez régulièrement. Mais mes frères et sœurs me manquent énormément. Parce que j'avais une relation, enfin j'ai encore une relation très proche avec eux. Quel est le conseil que tu donnerais aux Zakaria prof d'économie aujourd'hui, avec tout le recul que tu as? De rêver encore plus. Tu vois, souvent, on entend souvent cette phrase, mais arrête de rêver. Tu sais, genre, t'es posé avec un ami à toi et qui te dit, mais arrête de rêver, tu racontes n'importe quoi. Bon, en fait, moi, je pense que j'encouragerai encore plus mes élèves à rêver. Et moi-même, encore plus. En disant, rêvons ensemble. Puisque c'est à travers le rêve qu'on peut bâtir. Tu vois, c'est quand tu bâtis quelque chose, quand on construit une maison, il faut qu'on établisse un plan. Tu vois, un plan 3D, une archi. Et on va suivre ce plan. Bon, en fait, avant de faire quoi que ce soit, il faut rêver. Parce que c'est ton rêve qui bâtit ce que tu vas faire. Et si tu es bien accompagné, forcément, bah, ton rêve va se réaliser. Et puis si tu restes juste à rêver, mais que tu ne mets pas en place de plan d'action, ça reste qu'un rêve. Pour la 4e question, je vous laisse la poser en commentaire pour Zakaria. Merci d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir. C'était très enrichissant en tout cas. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Puis on se dit à bientôt. Donc, l'on fait frère.